Bonjour, je m'appelle Christine Oberdorf, je suis journaliste, documentariste et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde dans ce magnifique auditorium avec ce générique qui donne vraiment envie. Bravo à ceux qui l'ont réalisé, j'ai reconnu quelques-unes de nos images, mais il y en avait d'autres et c'était vraiment très beau. Alors moi je vous propose quelque chose. Je vous propose de nous enforester ensemble. On a 1h30 devant nous. L'expression n'est pas de moi, elle est du photographe Baptiste Morisot et de la philosophe Andrea Olga Montadi, mais elle me paraît vraiment adaptée à ce qui va nous arriver pendant l'heure qui vient, l'heure et demie qui vient. Alors je suis un petit peu... J'ai vraiment l'impression de venir d'un autre monde parce qu'il y a moins de 48 heures avec l'équipe de l'autre voyage, l'une des séries documentaires d'Ushuaïa TV, nous étions en Zambie. Et c'est une saison absolument extraordinaire que l'on ne connaît pas bien parce que généralement les touristes n'y vont pas à ce moment-là. C'est le début de la saison des pluies. Et c'est une saison absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce que elle recouvre la Zambie de son manteau vert. Elle permet aux hommes de semer leur maïs et à la faune sauvage de faire leurs petits. Et ça m'a permis finalement de me mettre dans l'ambiance de ce qui nous réunit aujourd'hui. J'ai aussi pensé à vous, Laurent Boileau. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Laurent Boileau, PDG d'Annecy, qui est l'un des intervenants de cette table ronde. Vous pouvez l'applaudir. Pourquoi j'ai pensé à vous ? Parce qu'on a filmé des femmes au sommet des arbres qui récoltaient le miel dans les ruches qu'elles avaient installées. Donc ça, c'est votre ancienne vie chez Guerlain. Mais c'était aussi une manière d'être un peu déjà avec vous aujourd'hui. Et puis, évidemment, il n'y a pas un seul des films que nous réalisons sur Ushuaïa TV avec Christophe Sommet et Vincent Le Goff qui ne soit intimement, viscéralement dédié à la forêt. La forêt, c'est le miroir de notre monde. Elle en reflète tous les enjeux pour le meilleur et pour le pire. Dans votre pays, Sebastião Salgado, c'est une question de vie ou de mort. Et je n'oublierai jamais, jamais les communautés indigènes que nous avons filmées à deux reprises au Brésil, parce qu'il y a parmi ces jeunes gens certains qui sont morts pour avoir préservé la forêt. Sebastião Salgado nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a quelques défections, notamment votre épouse, qui est souffrante. J'espère que... Parce que Sebastião, sans sa moitié, ben, c'est comme une orange sans son écorce, hein, ça marche moins bien. Mais quand même, il est là, il faudra qu'il reparte pour la rejoindre à 13h. Mais sans elle, effectivement, votre aventure ne se serait pas écrite pareil. Donc, on pense très fort à elle. Nous avions également parmi nous, nous devions avoir la ministre de l'économie forestière du Congo, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Et pourtant, j'avais aussi une histoire à lui raconter, une histoire aussi d'Ushuaïa, parce que l'une des plus belles images que nous ayons eu à filmer, c'est celle des bonobos au sommet de la canopée à l'aube. Ces bonobos dont on pensait, parce que c'était une forêt clairsemée, qu'il n'en existait plus, qu'il n'était plus possible qu'il y ait des grands animaux comme ça à ce moment-là. Et puis, des communautés villageoises ont alerté le monde pendant 20 ans sur les réseaux sociaux avec beaucoup plus de force que de grandes ONG, par exemple comme le WWF. Et ils ont eu gain de cause et aujourd'hui, ces grands singes sont protégés. Nous en parlerons du rôle des communautés locales pour préserver la forêt. Et puis, nous allons accueillir l'une de vos compatriotes également, qui est responsable d'une association qui s'appelle Ima Flora,
C'est super qu'elle soit avec nous parce qu'elle va nous parler de ce qui s'est passé pendant la COP 27 et son ONG, elle, défend les éleveurs qui sont et la forêt qui sont victimes de l'élevage intensif bovin. Marina Piatto Garcia, je vous demande de nous rejoindre également. Sébastião, à vous l'honneur. Tout le monde a envie de vous entendre. Depuis tout à l'heure, tout le monde vous court après. Moi, j'ai envie que vous nous racontiez pourquoi c'est si important pour vous de replanter ces arbres, pourquoi l'Instituto Terra est si important pour vous, pourquoi on plante des arbres comme on fait des enfants. C'est pour la vie. On s'assied, peut-être? Mon Dieu, 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 mon Dieu. Moi, je serai jamais une très bonne diplomate, parce qu'on m'avait dit Sébastião, invité d'honneur. Et en même temps, je les ai vus tous les deux, là, en coulisses, ils étaient inséparables. Et en fait, j'ai déjà eu l'impression que c'était déjà un 2 en 1. Excusez-moi, Francis Allais, franchement. Francis Allais, biologiste, explorateur, il est avec nous aujourd'hui. Et il nous parlera de l'importance de la forêt primaire. Pourquoi se bat-il pour restaurer cette forêt primaire en Europe? Une forêt qui est à la fois, évidemment, un réservoir de biodiversité, de stockage du carbone, mais également la forêt, c'est là où résident les esprits. Et on va aussi en parler, de l'esprit de la forêt. Voilà. Sébastião. On est dans un moment très spécial de l'histoire de notre planète. C'est un moment d'un réchauffement très accéléré. On parle, on s'adapte, on ne se rend pas trop compte, on commence à faire avec. Je crois que si on pourrait dire la vraie intelligence de l'espèce humaine, c'est sa capacité d'adaptation. Et si en même temps, ça croît. On s'adapte trop vite à toutes les choses, à toutes les catastrophes, et on est en train de vivre une vraie catastrophe. On va dans un réchauffement très accéléré, on commence déjà à perdre beaucoup de terre. Ça va avoir un problème de déplacement, des régions de précipitations, des températures. On a déjà vu en France, n'est-ce pas? On est en France, on parle de la France. Ce qui s'est passé cet été, c'était étonnant de voir plus d'une centaine de communautés avoir de l'eau qui vient dans un camion. Ça, c'est une histoire sahélienne. Ce n'est pas l'histoire d'un pays au climat tempéré comme la France. C'est étonnant quand même ce qui est en train de se passer. On réchauffe. Et donc, on a des vertants qu'on pourrait travailler. Et je dis on pourrait parce qu'on ne travaille pas. Au contraire, on est en train de pousser dans l'autre sens. Un, c'est la préservation. Il faut qu'on préserve ce qu'on a. La forêt amazonienne, la forêt boréale, les forêts qui ont encore en Afrique tropicale, en Asie, n'est-ce pas? Il faut qu'on se bat, qu'on ait cette conscience de protéger ces forêts. Et de l'autre côté, il faut la réhabilitation écosystémique. Il faut qu'on reconstruise les forêts qu'on a détruites. C'est ça qu'on est en train de faire au Brésil.
on a commencé un peu par hasard avec ma femme. On a réussi un morceau de terre, que c'était la ferme de mes parents, et qu'on a essayé un moment de transformer en projet économique, plantant d'herbes pour le bétail. Et à un moment, on est arrivé à la conclusion que la seule chose qui pourrait pousser sur cette terre, c'était les arbres qui étaient là avant. Même très récemment, quand j'étais enfant, plus de la moitié de cette ferme était couverte par des arbres d'une forêt tropicale. Et là, on a pris la décision, n'étant pas écologiste, n'étant pas militant du tout, n'ayant pas du tout une mission, ni une prétention quelconque, on a pris la décision de replanter une forêt. Et on a commencé à le faire. Et là, on demande à un ami, ingénieur de forêt, de faire un projet, de replanter vraiment comme il devait, en suivant l'évolution de la plantation comme si c'était une forêt naturelle, en ayant des arbres pionnières, celles qui arrivent les premiers pour refaire le sol, pour refaire l'ombre, pour amener l'azote sur la terre. Les arbres qu'on appelait les secondaires, les arbres secondaires tardifs et les arbres climax. Il nous fallait au moins une vingtaine d'années pour arriver au climax. Mais au total, il nous fallait planter plus de 2,5 millions arbres. C'était énorme parce qu'on n'est pas riche. Je suis simplement un photographe, Lélia, ma femme, elle est un designer. Elle dessine les livres, dessine les expositions, elle est architecte. Mais on a commencé à tourner la planète, à passer le chapeau. Et on a eu d'argent. On a eu une réponse. On a eu des gens de bonne volonté qui sont venus avec nous et on a commencé à planter cette forêt. Aujourd'hui, on a les 2,5 millions arbres plantés. On est arrivé là. On a la plus grande pépinière de notre région. On a une capacité de produire 1,2 million de petits arbres par année, de plus de 100 espèces différentes. Et avec toutes ces années qu'on a fait beaucoup de bêtises, parce qu'on n'avait pas à cette époque une technologie de réhabilitation écosystémique à large échelle. Là, c'était de large échelle. Il fallait qu'on apprenne tout, qu'on crée une nouvelle technologie. On a perdu beaucoup au début et après on a appris. Mais on a fait une chose très intéressante depuis le début. On a récolté des semences autour de nous. On a créé une pépinière. Notre pépinière a une capacité de produire plus de 100 espèces différentes par année. C'est que c'est très difficile parce qu'il fallait apprendre tout sur les semences. Et on a commencé à replanter une forêt qui ressemblait énormément à la forêt qui était là avant, avec une préoccupation depuis le début. On a compris tout de suite que la biodiversité est locale. Et là, les termites de notre région, elles aiment seulement les essences de notre région. Les fourmis de notre région, elles aiment seulement les essences de notre région. Les serpents, les scorpions, les oiseaux, tout. Et là, on a commencé à rebâtir une forêt qui ressemblait beaucoup à celle qui était détruite. Aujourd'hui, on a une forêt très jeune. Elle n'est plus une forêt bébé, elle est une forêt jeune. C'est simplement l'année dernière qu'on a commencé à planter les climax. Ce sont les arbres qui vont rester 500 ans, 1000 ans, parce qu'il fallait qu'on ait une condition de sol pour qu'elle puisse venir. Et notre projet, c'est ça, c'est petit, c'est pas énorme. On a une ONG purement rurale, parce que ce qui me choque beaucoup dans notre planète, c'est qu'on n'a pas une vraie conscience de que l'écologie, elle est rurale. Quand on a ces COP, comme on vient de finir, cette semaine, la COP 27, on était l'année dernière à la COP 26, on était dans d'autres COP, il n'y a pas
un seul paysan. Si on n'a pas les paysans, on ne réhabilite pas la planète. Il faut qu'ils soient là. Quand on parle des crédits de carbone dans ces grandes réunions, c'est d'argent qui va au deuxième secteur de l'économie, c'est l'industrie. Ces crédits de carbone industriel pour des industries qui font une décarbonisation, qui reçoivent des milliards d'euros, de dollars pour réduire l'émission de carbone. Mais, mes amis, dans cette planète, il n'y a qu'une seule machine capable de transformer le dioxyde de carbone en bois, que ce sont les arbres à travers de la photosynthèse. Et donc, si on ne plante pas d'arbres, si on ne réhabilite pas notre planète, on ne pourra pas capturer le carbone qu'on est en train d'émettre. Si on aurait pris ça comme une politique d'État, comme un comportement sociétaire partout dans le monde, on aurait résolu notre problème de carbone. C'était résolu parce que notre petite aventure au Brésil, avec 2 millions et quelques d'arbres, on est capable de capturer tout le carbone des plus grands éditeurs de livres d'art au monde qui a une émission colossale de carbone par l'utilisation des papiers, que c'est Taschen. Taschen nous achète notre carbone et on a encore carbone de surplus pour vendre à d'autres dans cette toute petite forêt. Si on aurait pris ça comme un plan d'État, partout au monde, en réhabilitant des forêts, mais des forêts natives, parce qu'on est dans la mentalité de que la biodiversité elle est locale, elle n'est pas régionale, elle n'est pas nationale, elle n'est pas internationale, la biodiversité est locale. Si on aurait fait ça, on aurait avoir 3 variables dominées. La première, carbone. La deuxième, biodiversité. Et la troisième, résoudre les problèmes de l'eau. Simplement avec les arbres qu'on peut retenir l'humidité au sol et refaire toutes les sources d'eau, refaire les rivières. Et donc, c'est à peu près ça qu'on est en train de faire au Brésil. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 3000 paysans. On est en train de reconstruire les sources d'eau en plantant de toutes petites forêts d'à peu près 500 arbres. Sur 1 hectare de terre, on réhabilite une source d'eau. Et on ramène en même temps la biodiversité dans une région et on séquestre le carbone. Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Mais il faut faire partout au monde. Ce qu'on a fait au Brésil, c'est un pilote, c'est un modèle qu'on peut adapter un peu partout. Bon, j'arrête là pour laisser les places aux autres. Merci. Francis Allais, ça doit faire écho à ce que vous faites, vous, en Europe, faire renaître la forêt native. C'est aussi ce à quoi vous vous employez. C'est vrai que j'aimerais vous faire partager mon admiration pour les forêts primaires. C'est difficile en Europe puisqu'on n'en a plus. Donc je peux difficilement vous demander d'aller voir et de comparer avec les forêts secondaires qu'on a autour de nous. Moi, j'ai eu la chance, comme j'étais chercheur dans les régions tropicales, de passer l'essentiel de mon existence dans des forêts primaires tropicales. À l'époque, il y en avait beaucoup et ce n'était pas un problème d'en trouver. Je trouve injuste que nous n'ayons plus de forêts primaires en Europe. Il y en avait une en Pologne, entre Varsovie, la capitale, et la frontière de Biélorussie. Malheureusement, le gouvernement polonais actuel est en train de l'exploiter et déjà la chasse aux gros animaux est autorisée. Bon, je ne veux pas polémiquer avec la Pologne, je crois que c'est foutu pour la forêt de Białowieża. Et donc, il m'a paru immédiat quand je suis rentré depuis les tropiques en Europe, il m'a paru essentiel de favoriser la renaissance d'une forêt primaire. Et tant qu'à faire, on va la mettre plus près de nous, entre la France et un pays limitrophe. C'est une opération européenne, donc le fait d'être international et transfrontalier, ça convient très bien. Il nous faut
70 000 hectares. Alors, des écologistes me disent c'est gigantesque. C'est pas vrai. 70 000 hectares, c'est un carré de 26 km de côté. Personne ne peut trouver ça gigantesque. Moi, j'ai des références méditerranéennes. 70 000 hectares, c'est l'île de Minorque, dans les Baléares. Pas Majorque, Minorque. Voilà. Donc, il faut arriver à préserver un morceau de cette taille-là, qui n'est pas très grand. 70 000 hectares, c'est imposé par la faune, parce qu'une forêt, c'est équitablement la flore et la faune. S'il n'y a pas la grande faune, c'est qu'elle a été tuée par la chasse, et donc c'est plus une forêt primaire. Le projet pour lequel nous nous battons actuellement, heureusement je ne suis pas tout seul, on est une vingtaine maintenant à y travailler, certains sont dans la salle d'ailleurs, c'est un projet sur le long terme. On peut attendre qu'une forêt secondaire redevienne primaire, mais c'est très long et ça se compte en siècles. Pourquoi? Parce que la forêt que nous allons trouver au départ, une forêt secondaire, voilà, banale, elle va vieillir et mourir et disparaître. Et avant qu'elle ne disparaisse, va se mettre en place une seconde forêt qu'on appelle post-pionnière. Ça, c'est des arbres qui vivent plus longtemps, mais tout de même, ça ne sera encore pas la forêt primaire. Les post-pionniers, ils vont devoir vieillir, mourir, tomber, et avant qu'ils ne disparaissent, se mettre en place la forêt primaire. C'est pour ça que c'est long. Et nous comptons 7 ou 8 siècles. Ça paraît énorme, mais c'est simplement plus long que la plupart des projets écologiques que nous avons. Si vous parlez de 7 ou 8 siècles à un géologue, il va trouver que c'est un clin d'œil. Ça ne compte pas dans l'histoire géologique. Voilà, un point important, c'est qu'une forêt primaire, c'est l'optimum écologique, comme l'a dit Salgado. Le maximum de fixation, de captation et de fixation du dioxyde de carbone, le maximum de relaxation d'oxygène dans l'atmosphère, ça nous arrange bien, le maximum d'alimentation des nappes phréatiques par les pivots racinaires réitérés qui sont comme des canaux verticaux vers la nappe. Un point essentiel, c'est le maximum de diversité biologique, ça, on y est tous très attachés. Quel que soit l'endroit au monde, si vous avez une forêt, vous êtes sûr que c'est là qu'il y aura le maximum d'espèces animales et végétales. Et puis enfin, il y a un point qui m'est cher et qui me touche de très près, c'est la beauté. La forêt primaire, et je vous souhaite à tous d'aller la voir, d'en voir une. Vous rentrez là-dedans et vous vous dites « Oh, mais je ne savais pas qu'une forêt, ça pouvait être aussi beau. » Voilà. Et un point très important, c'est que ça sera ouvert au public, bien sûr. Ce n'est pas du tout une mise sous cloche ou un sanctuaire. Ça sera ouvert au public. Les visites seront favorisées. La seule contrainte, ça sera de ne pas abîmer ce qui est autour et même de ne pas marcher sur le sol parce que les vieilles forêts, c'est des sols très mous et on peut tuer les arbres en étouffant leurs racines. Et on marchera donc sur des caillebotis en bois, mais ça c'est assez banal dans beaucoup de parcs nationaux, que ce soit en Australie ou aux États-Unis, c'est facile, c'est confortable et on changera de temps en temps le circuit. Voilà, j'espère qu'il y aura des questions. Laurent Boileau, défendre la beauté au cœur du chaos, c'est ça, défendre la forêt. Quand on est un patron comme vous l'êtes, l'une des raisons de Forest Destination, c'est ça? C'est l'esprit de la forêt, la beauté de la forêt? La beauté, l'esprit, je voudrais d'abord dire à quel point, évidemment, je suis ému d'être à côté de personnes aussi inspirantes, et puis peut-être faire aussi écho à ce qui vient d'être dit. Parce que finalement, en ce qui me concerne, c'est à la fois une révélation personnelle et puis ensuite un sujet d'entreprise. Je m'explique. Ma révélation est venue tardivement, en fait, 2009.
Et Francis Allais, vous évoquez la forêt primaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une forêt primaire. En Chine, pas loin d'une ville qui s'appelle Sichuanbana, quasiment sur la frontière Laos, Birmanie et la Chine. Et j'ai vu effectivement la beauté et la spiritualité d'ailleurs. J'avais vu que des forêts secondaires. Et voilà aussi un homme qui s'appelle Joseph Margraf, qui est marié à une chinoise, Li Margraf, qui m'emmène pour voir cette forêt, puisqu'ils avaient pour mission de la régénérer, une forêt qui est malheureusement attaquée par la culture intensive de l'EVA. Et nous voilà en forêt, avec d'abord des arbres qui sont pointés et qui se trouvent être des arbres à thé. Puisque cette forêt, en plus d'être une forêt primaire, est le berceau des thés de l'humanité. Voilà aussi la rencontre avec le prince du Boulang, 49e génération, qui est le gardien de la forêt, comme ça, qui se présente. D'ailleurs, prince du Boulang qui nous invite dans son palais, qui est une cabane avec des poules qui courent partout, pour vraiment nous expliquer sa mission. Alors ça, c'est la première chose, la révélation. Puis ensuite, ça a été beaucoup un intérêt de comprendre, donc c'est de la lecture. C'est évidemment vous, Francis, avec je me souviens d'ailleurs le radeau des cimes, hein, qui était très émouvant, la vie des arbres. Puis il y a un autre, un Allemand, que vous connaissez certainement tous, hein, Peter Wolleben, La vie secrète des arbres, formidable. Alors, je vais plus loin. J'ai rencontré un certain Thomas Krauser, pour certains aussi que vous connaissez, avec sa théorie des 1000 milliards d'arbres. Et puis ensuite, d'autres personnes qui vont mélanger cette connaissance un peu impressionniste et ensuite qui est maintenant dans la connaissance. Évidemment, un Jean Covici. Et puis aussi, ensuite, un monsieur qui, je crois, vient de faire une conférence, qui s'appelle Sébastien Boller, avec le bug humain, qui en fait est très interpellant. Et puis tout à fait récemment, puisque tout ça est une série de rencontres, Antonio Nobré, avec ses rivières volantes et la pompe biotique. Donc, je m'arrête là pour ensuite passer à l'action. Et l'action, très brièvement, et on aura peut-être l'occasion d'échanger, il y a deux sujets qui sont pour nous, parce que, évidemment, en tant qu'homme d'entreprise, mon rôle, c'est de préserver, en tout cas, la viticulture, et puis un sujet pour les autres. Les deux sujets pour nous, le premier, c'est que le climat change les conditions de la viticulture, mais est-ce qu'on peut partir, quitter la Champagne? Est-ce qu'on peut quitter le cognac? La réponse est non. Donc on reste, et puis on innove. On reste, et puis aussi on veut protéger. Il y a un deuxième sujet qu'on vient de lancer, c'est que le climat changeant, la viticulture, c'est la somme d'une longitude, une latitude, un sol, un climat, et puis évidemment un tissu économique. Bien que le changement climatique, nous croyons aux Eldorado. Nous croyons que quelque part dans le monde, il y a d'autres conditions qui sont prêtes pour qu'on puisse développer une viticulture. Puis le troisième sujet, c'est notre responsabilité de se dire on va faire davantage, le fameux faire sa part et un peu plus. Et ce qui est le projet Forest Destination, qui consiste à dire on va restaurer quelques forêts françaises. On n'oublie pas d'ailleurs que le cognac a besoin du chêne, et puis aller ailleurs. Donc on va dans le monde, et là c'est un sujet évidemment qui est sans retour, mais c'est notre responsabilité de faire quelque chose de plus. Merci Laurent Boileau. Ensemble... Et puis merci à vous d'avoir planté le décor et les sujets dont nous allons parler, mais je voudrais passer la parole maintenant à Marina Piatto-Garcia. Merci d'être avec nous. Vous allez donc nous parler de l'action d'Imaflora, cette ONG brésilienne qui lutte contre la déforestation provoquée par l'élevage bovin. Mais vous êtes la seule de nous tous, ça c'est la Zambie, l'avion, tout ça. Vous êtes la seule de nous tous qui était présente à la COP27. Est-ce que la forêt y a été bien traitée? Et puis je voudrais aussi que vous réagissiez à la remarque que faisait Sebastião Salgado à l'instant. Le problème de ces COP, c'est qu'il n'y a jamais de paysans sur place dans ces instances internationales. C'est encore ce que vous avez constaté cette année? It's a little bit difficult with the translation.
Hi, thank you very much for the invitation. First of all, it's a pleasure to be here. I would like to start, I was at COP last week, 2 weeks ago, and I was listening to a Brazilian indigenous leader, and then she said, we should present ourselves like I'm Marina, I am, and the biome we come from. So, following her tips, I would say I'm Marina, I'm Atlantic forest. So this is something deep, because it's like we are part of a big ecosystem, so it's bigger than ourselves. So it's I think Sebastião Salgado is also it's Atlantic forest one. Yeah, the COP was an implementation COP. What this means that was not big decisions, but it was fundamental for implementation. So a lot of decisions on procedures, governance, and how we are going to implement the goals, the NDCs, the country goals. And related to forest was some progress on the offsets, carbon offsets by restoration and by standing forests, the REDD+, call it the REDD+ projects. So they're starting to describe how these are going to work and if it's possible to compensate this carbon storage in the forest or in the reforested areas with fossil fuels or other emissions. So this was a great step. The thing that was missing was the social environmental safeguards. What is this? Like when you have, for example, yesterday we had here many indigenous people and they have their lands. They can make a REDD+ project, for example, because they have a large area of primary or secondary forest, storage in carbon. But in the description of this article under the Paris Agreement, the safeguards were not really described. And this is dangerous because you can have a lot of carbon in this area, but not guaranteeing the rights of the traditional people there. So this is something that we need to look for the next COP during the working groups these years to include social environmental safeguards, because now, this year, under this political concern in Brazil, a lot of, we say, carbon cowboys are going to the indigenous lands with a ready contract to say, please sign it here, and then we share 50-50 the price, the carbon I will sell from your forest, without any rights, without any lawyers, and the indigenous people is a lot of money in this contract, in those contracts, so it's something very, we need to pay attention. In agriculture was a progress, because as the COP was in Africa, we talk a lot about food security and adaptation, of course. Now we see the Sahara, the number of countries under the Sahara desert are increasing, so we know that the vulnerable populations will be much more vulnerable and victims of the climate change. So adaptation and food security, it was a strong discussion. And the positive thing that they include the mitigation also under the agriculture debate. Why this was so important? Because like countries like China, India, and Brazil that are big emitters of greenhouse gases, the profile of their emission, it's a lot due to deforestation and agriculture. So in Brazil, we are the 5th emitter in the world, and half of our emissions is due to deforestation, and 25% is due to agriculture, mostly with livestock and enteric fermentation. So to include mitigation in the debate of agriculture was a big step. India didn't like it to include, was like 15 days overnighting, debating, but this was something.
Yes, we don't have a lot of farmers in the at the COP, because COP is not really a sectorial debate. Each country has his own way to reduce emissions, but there's a lot of economical interest there, the financial aspect. We had no progress. We have progress in loss and damage. You know that this was the most positive thing, like the fund of almost $100 billion per year to care about the loss and damage in the countries that the islands, the desertification. We need a urgent finance for this kind, and also this will affect agriculture, water, and food security. So this was like a little, very short summary of the COP. Well, Imaflora, it's a Brazilian NGO. We work with climate, supply chains, and social biodiversity in agriculture and forest sectors, in Amazon, Cerrado, and Atlantic forest. And we believe that using the forest in a sustainable management, you can keep the forest standing. So it's not like close the forest, it's like use the forest in a good way with no timber products or logging, sustainable logging, or low carbon agriculture, regenerative agriculture. So we are very implementing NGO. We implement best practices to conserve and produce in a low carbon economy. Merci Marina, on l'applaudit. Merci. Alors, ce qui me paraît, je retiens 3 points, il y en a plein d'autres, mais 3 points qui ont été évoqués par nos invités aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence par celui qui me paraît finalement le plus important, c'est la notion de temps long par rapport à l'urgence qui est sans cesse répétée par rapport aux enjeux environnementaux et aux enjeux climatiques, à commencer par nous, les journalistes. Donc, comment faut-il concilier cette notion de temps long nécessaire, Sebastião Salgado, à la renaissance d'une forêt, avec l'urgence des hommes, affichée par les hommes? Écoute, ce que je vais te dire, ça tient à moi-même. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un anthropologiste, je ne suis pas même un écologiste avec une carte. Je suis qu'un photographe, mais avec une certaine vision du monde. J'ai voyagé à plus de 130 pays, je connais un peu la planète, un peu les gens. Je suis plus un gamin, j'ai presque 80 ans, et donc j'ai vu beaucoup de choses. Et dans tout ce que j'ai vu, une chose qui me frappe beaucoup avec notre espèce humaine, c'est la notion de court terme. On vit très peu, on est un animal qui a une vie très courte. On vit en moyenne, pas même 80 années, 75 ans. On n'arrive pas à comprendre les besoins à long terme des choses. On est en train de vivre un moment dramatique de réchauffement, n'est-ce pas, qui n'a pas commencé maintenant. Je me rappelle très bien, au début des années 70, quand j'ai fait mes premières photos, j'étais au Sahel, au Niger, au Nigeria, au nord du Nigeria, des zones qui commençaient à perdre pour le désert. Le désert avançait vers le sud, on perdait d'espace du Sahel, et en réalité, le Sahel était en train de se déplacer dans la forêt tropicale africaine. Et là, personne ne savait qu'est-ce que c'était, mais c'était déjà le début du réchauffement. Quand j'ai regardé les peuples, les Touaregs, qui perdaient le peu de terres agricoles qu'ils avaient, et qui passaient la famine, je me rappelle, en 1973, j'étais au Niger, pour voir la famine de ces populations qui ne connaissaient pas personne, ils étaient surpris, et personne ne parlait de réchauffement, on était déjà dans le réchauffement. Il y a un réchauffement que s'accélère. J'ai vu une très très belle projection l'autre jour du musée d'histoire naturelle de Londres, où j'avais fait une exposition, j'ai connu des scientifiques, et elle me montre la projection du passé, de nos
moments de réchauffement et de refroidissement des planètes. On a passé pour dizaines de périodes de réchauffement, ce n'était pas des centaines. Et les points hauts de chaque réchauffement, ils durent plus de 3 à 4 000 ans. Ça veut dire, on est en train de chauffer, et quand on sera chaud, on sera chaud. Et on sera chaud pour longtemps. On va fondre, on va perdre toute cette calotte polaire. Majorité des glaces vont vraiment disparaître. Et au niveau des océans vont vraiment monter. Et en plus, on vit dans un procès accéléré. On met les pieds à l'accélérateur à fond, n'est-ce pas, avec toutes les émissions de carbone qu'on a. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce que ça, pour moi, c'est le problème, c'est le plus grave pour nous, c'est ne se rendre pas compte des concepts de temps. Si on était un animal qu'on aurait vécu 400 ans, 500 ans, on aurait compris les cycles, on aurait compris les érosions, la dégradation, on aurait tout compris, mais on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Et en plus, on s'est urbanisé, n'est-ce pas? La planète aujourd'hui est urbaine. Mon pays, quand j'étais gamin, je n'ai que 79 ans, mais mon pays, il était à 95% rural. Aujourd'hui, on est à plus de 90% urbain. Et en étant urbain, on vit à la va-vite. Nos gouvernements ne durent pas que 4 ou 5 ans. J'ai parlé à Laurent tout à l'heure, un chef d'entreprise, là comme il est dans son maximum, il a compris, n'est-ce pas, l'essentiel, l'importance d'intégrer notre procès productif à la protection de la planète. Mais dans très peu de temps, il aura 60 et quelques années, il faut qu'il quitte son poste, il faut donner sa place à un jeune loup qui peut-être va mettre en question tout ce qu'il a fait. Et donc, tous nos procédés, c'est à court terme. Tout qu'on veut, c'est à court terme. On veut, nous tous, que tout soit réalisé dans notre petite période de vie, pas même les périodes de vie, dans les quelques années qui sont devant nous. Et c'est ça, pour moi, un des grands problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est ce concept d'État. Il y a un deuxième, mais on pourrait parler un peu plus tard. Vous me rendez super triste. Non, il ne faut pas être triste, il faut s'assumer, on est comme ça. Pour moi, vous faites partie, comme Francis Allais, des gens qui vont laisser au contraire une trace qui va bien au-delà de l'âge que vous avez évoqué, qui est le vôtre à l'heure actuelle. Est-ce qu'on ne peut pas laisser une trace? Est-ce qu'on ne peut pas finalement, y compris quand on est patron comme vous l'êtes, entrer en résistance, aller à la limite de la désobéissance pour qu'un jeune loup, comme le disait Sebastião Salgado, n'envoie pas bouler tout ce que vous aurez construit? Comme vous le dites, je pense qu'il faut ce qu'aura fait Sebastião, ce que fait Francis, ce que font plein d'autres. De toute façon, ça restera. Il vaut mieux grignoter positivement, puis on verra si c'est ensuite ôté. Je voudrais revenir aussi sur l'urgence, et je viendrai sur la désobéissance, mais sur l'urgence et puis sur le temps long. De nouveau, Sébastien Boller, lisez Le Bug humain, parce que c'est quand même intéressant de voir qu'on est programmé pour simplement se protéger à court terme. Je vais vous donner un exemple, et que d'ailleurs les dangers qui sont éloignés ne vont pas du tout agiter cette horrible dopamine qui nous fait plaisir. Je vais donner juste un exemple, et ça aussi ça n'engage que moi je suis juste un chef d'entreprise, mais je suis très marqué par le fait que le monde ait mis presque 8 000 milliards de dollars sur la table. 8 000 milliards de... Enfin, on n'imagine pas ce chiffre-là. Pour nous soigner, je vais être très provoquant, d'un gros rhume qui s'appelle Covid, alors que les COP successives discutent de transférer 100 milliards de dollars entre le Nord et le Sud. Le premier sujet, c'est un sujet court terme, qui ne nous met pas en danger, nous, l'humanité. Le deuxième sujet, c'est un sujet très long terme, et là, on est en danger. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc, je crois qu'en fait, et je reviens toujours à la conclusion du livre, c'est peut-être que la conscience pourra supplanter bientôt
cette dopamine qui nous fait agir à court terme. Et la conscience d'eux, d'ailleurs, il faut rendre hommage aux universités de la Terre, il faut rendre hommage à Jacques Huybrecht et tous les Jacques Huybrecht de ce monde, parce que c'est extrêmement important. Sur très rapidement la désobéissance. Attendez, pour accélérer cette prise de conscience, ne faudrait-il pas finalement que ces critères environnementaux entrent dans vos critères de business? C'est-à-dire que vous ne puissiez plus décrocher de marché sans ce critère-là? On y travaille, je pense que c'est un peu utopique, mais je vais relier la désobéissance par rapport à cela. Donc, je considère que je suis à la limite de la désobéissance sur plusieurs facteurs. D'abord, c'est de remettre en cause les grandes idées reçues. J'évoquais tout à l'heure ce qu'on faisait, 2 choses pour une chose pour les autres. Le lien, en fait, c'est les arbres, c'est la forêt. Donc, on disait la viticulture, elle doit être faite comme ça. On se dit, mais peut-être que la viticulture, elle peut apprendre des forêts. Ça s'appelle agroforesterie. Et donc, on peut peut-être révoquer ça plus tard, mais c'est-à-dire qu'il s'agit de remettre en cause, en fait, toutes ces idées reçues. Ensuite, je me suis rendu compte dans la 3e voie, qui est d'aider en fait à faire notre part, et en essayant d'embarquer les autres, que très souvent, j'avais d'autres présidents de maison ou des entrepreneurs qui disaient « c'est bien ce que vous faites dans vos maisons ». Et quand on leur demandait de nous accompagner, ils disaient « non, je ne vais pas suivre ». Finalement, c'était la réponse. Parce que, évidemment, on n'est pas dans l'économie. Alors, très simplement, et c'est très utopique, mais je pense qu'on finira par y arriver, si le sujet environnemental entrait dans la performance économique des sociétés, je rappelle que la finance, on aime ou on n'aime pas, elle gouverne le monde. Si la performance économique rentrait dans le calcul de le profit des sociétés, eh bien le monde basculerait. Parce que quand on entrera dans le coût de fabrication d'un produit, le coût de l'environnement, les gens de la finance ne feront pas la différence entre les éléments qui sont simplement faire ce verre et les éléments qui sont nécessaires. Et si ça arrive, l'ensemble de l'économie va faire basculer la situation. Et si on arrive un jour à voir ce qu'on appelle excusez-moi, c'est un terme un peu barbare, le PNL, en fait, le compte de résultat ou les finances des entreprises qui tiennent compte de ce facteur-là, celui qui aura inventé ça, de manière universelle, il méritera le prix Nobel de l'économie et peut-être même le prix Nobel de la paix. Francis Allais, cette jeune génération qui se mobilise avec force à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut lui dire autre chose qu'on vous écoute parce qu'il y a urgence? Est-ce qu'on peut leur parler de temps long à eux? Un mot sur ce temps long. Ce n'est pas notre faute, les arbres et les forêts, c'est le temps long. Et chaque fois qu'on essaye de court-circuiter, de trouver des systèmes pour accélérer, gagner du temps, c'est l'échec. Il y a des échecs retentissants. Le temps long, il faut l'accepter. Voilà. Et je pense que si on nous parle d'urgence, c'est tout simplement parce qu'on ne fait rien. Mais si on faisait, voilà, si on commençait l'action, comme l'a fait Sébastien, ça va vite, en fait. C'est pas fini rapidement, mais les premiers résultats sont rapides. J'ai parlé de 7 ou 8 siècles pour une forêt primaire, mais il ne faut pas attendre ce temps-là pour que ça soit très intéressant. Vous avez certainement en mémoire le confinement. On avait laissé la place aux animaux et ils l'ont prise. Et donc, très rapidement, on voyait les gros animaux au centre-ville, enfin, au moins là où j'habite. Et les animaux, ils ne sont pas idiots. S'ils comprennent qu'ils ne sont pas chassés dans un coin, ils vont venir. Et donc, l'intérêt touristique et scientifique devient rapidement perceptible. Et c'est pareil pour la flore. On laisse un sol nu et très rapidement, on voit ce qui se passe. Il y a une pluie de graines énorme, beaucoup plus qu'il n'en faut. Je veux dire par là que toutes les graines qui arrivent sur ce terrain abandonné, elles ne pourront pas donner des grands arbres parce qu'il y en a trop. Il y a donc une sélection qui se fait. La rapidité est très surprenante à partir du moment où on a commencé à agir. J'aime pas les COP. Ah
Ah bon? Écoutez, mais non, je suis désolé, je suis ça avec intérêt depuis le début. On en est à 27 et on va attendre quel numéro avant de réaliser que ce n'est pas le bon système. Voilà des gens aisés qui se retrouvent. Ils sont certainement très heureux de se retrouver, ils se connaissent bien, mais ça ne va pas plus loin. Sauf que ça coûte extrêmement cher et qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec cet argent-là. Merci de votre intervention. On est dans une période où les bonnes nouvelles sont rares, ça n'aura échappé à personne. Il y en a une, agroforesterie. J'en dis un mot ? Oui, et puis je donnerai la parole à Marina sur cette question-là, juste après. L'agroforesterie, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Et pour une fois, c'est nous qui allons suivre les conseils des pays tropicaux. Alors que pendant toute la période coloniale, c'était nous qui leur disions « abandonnez vos histoires, là, nous, on a beaucoup mieux à vous proposer ». L'agroforesterie, il faut savoir que ça a été très apprécié et adopté par la communauté européenne. Et s'il y a un paysan qui veut, au niveau européen, un paysan européen qui veut se lancer dans l'agroforesterie, il faut qu'il sache qu'il n'aura aucune difficulté à obtenir une aide financière substantielle de l'Europe. Pourquoi faut-il couper la forêt pour cultiver? C'est une idée romaine. Ici en France, on est dans une ex-colonie romaine. Et les Romains, ils exécraient la forêt. Voilà. Donc, pas question de faire autre chose que de la couper avant de cultiver. Dans les pays tropicaux, ce ne sont pas des pays qui ont été colonisés par Rome. Et donc, ils cultivent la forêt. Et ça donne des résultats absolument étonnants. Pas partout quand même, hein? Pardon? Pas partout quand même, hein? Non, dans les meilleurs endroits, oui. Mais on la retrouve sous des formes variées dans tous les pays tropicaux. L'Éthiopie, c'est magnifique. Le Cameroun, le Pérou, et puis évidemment les pays asiatiques qui ont gardé ça dans un état... Non, bon, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Voilà. Marina, comment Imaflora valorise justement cette agroforesterie, et est-ce que c'est un moyen aussi de réconcilier les intérêts des hommes et de la nature? Yeah, I think everybody knows the importance of agriculture in Brazil and for the whole world, no? And it's a not easy task to transform all this commodity way of using the land in agroforestry. But I think let's talk about good news. Huh? Don't be sad and go home and cry. But I think we are in a very good transition, because today we have agroforestry as for small-scale farming, and we have this large-scale farming in Brazil of soy, livestock, corn, all this. And we are in a transition. There are a lot of best practices being implemented in the large-scale farm, like no-tillage systems, regenerative agriculture, biological control, a lot of coffee farms planting a lot of trees, big coffee farms, planting tree between the coffee trees, a lot of soil coverage, so the importance of organic matter to cover the soil and do not degrade more lands. So the farmers are really realizing the impact of climate change and the importance of best practices to produce and conserve, you know. And so I see a very big difference between like 10 years before. I'm an agronomist, so I love this topic. And I used to work with Ernest Guest, that is an agroforest super guy in Brazil. And but we need this transition. It's not like agroforest or nothing. It's a large-scale thing. It's difficult to compete, but they are really including biological control, organic fertilizing in a large-scale way. And that they are also observing the importance to keep the soil healthy,
covered, improve organic matter. So this is a win-win situation. This is why it's so good to work with agriculture and climate change, because it's a win-win. It's good for the farmer, they produce more, it's more efficiency, more low cost, and it's good for the environment. And they are really realizing, for livestock, for example, if you have a good pasture management, you can increase the number of cattle per hectare. You can kill them in like 2 years, not 4 years, so you can emit less, and you avoid new deforestations. So it's we call sustainable intensification. It's not like super intensification, but it's like from 1 head per hectare to 2-3 heads per hectare. So, and then you save lands. So there are a lot of techniques being taken, and everybody's watching the agroforest examples. You know, in agroforest, in the end, is like the natural forest way, including some crops. So I think that there is a lot of progress, but in the end of the day, we love to talk about nature, but we need to talk about, not today, but we need to think about the fuels, the fossil fuels. We can restore, like in Maflora we have a lot of, we are in a decade of restoration. A lot of NGOs restoring, planting trees, fighting against deforestation. But if we do not stop fossil fuels, it will be really difficult to keep 1.5 degrees temperature. Almost impossible. So we need the economical, the geopolitical strategies, the big companies, the governments to really make a clean and inclusive energy transition, and beside that, restore and stop deforestation now. Sebastião Salgado. Il y a dans la nature, je suis persuadée que vous les avez vous aussi photographiés comme nous avons filmé, enfin mieux que nous, des exemples très précis de mutualisme où des espèces s'entraident pour assurer leur survie. Est-ce que par rapport à ce réservoir de nourriture, de fertilité qu'est la forêt, l'homme sera capable de faire cause commune avec la nature pour la préserver, ou les intérêts, l'égoïsme finalement est trop fort? Est-ce que l'homme est capable de jouer collectif avec la forêt? Tout à l'heure, tu étais très triste avec ce que je parlais, tu m'as dit, tu as dit. Et quand j'ai fait simplement un constat, ce n'était pas un point de vue, c'était un constat. Et tu vas être plus triste maintenant, parce que je crois qu'un des plus grands problèmes qu'on a dans notre société humaine, c'est l'ego, n'est-ce pas? Et je sens à tous les niveaux. Je vois dans ma profession de photographe la compétition qu'il y en a. On n'est pas capable de travailler main dans la main. Je vois dans l'art en général, je vois dans l'environnement, il y en a une concurrence, une compétence terrible dans l'environnement qui, si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, de mettre l'ego de côté, si on mettait nous tous ensemble, on pourrait avoir un flux d'énergie tellement immense qu'on pourrait résoudre les questions. Mais le problème, c'est qu'on dépense une grande partie de cette énergie en se bagarrant les uns contre les autres, organisation contre organisation, et leader contre leader. Ce n'est pas facile, c'est difficile. La nature, elle est très complémentaire. Quand tu vois une communauté de fourmis, comment elles travaillent bien ensemble, n'est-ce pas? Comment elles s'organisent, comment elles la font. Mais nous, on est une espèce très spéciale. D'abord, on est une espèce profondément agressive vis-à-vis même de nous-mêmes. On est la seule espèce au monde capable d'avoir des écoles d'apprendre à tuer. L'armée, c'est une école d'apprendre à tuer les uns les autres, n'est-ce pas? On a besoin de ressources pas énormes. Comme tu viens de dire, ça va être
100 milliards de dollars du nord vers le sud pour compenser d'une certaine manière les désastres que le nord est en train de provoquer au sud. Mais quand on imagine, nous, de notre région, pour établir toutes les sources d'eau de notre région, qu'on est en train de récupérer des sources d'eau dans notre vallée au Brésil est de la taille de Portugal. La vallée de Rio Doce, c'est exactement la taille de Portugal. On aurait besoin entre 300 et 500 millions d'euros pour étaper tout ça. C'est le prix de 3 avions de combat équipés, n'est-ce pas? Quand on prend 3 avions de combat équipés, ça coûte à peu près ça. On a d'argent, existe, on emploie mal notre argent. Il va dans une direction complètement folle, n'est-ce pas? Et en plus, ces avions de combat, s'ils font vraiment les combats, s'ils bombardent comment ils sont construits pour, là, ils provoquent des dégâts 20 fois plus grands que leur prix. Et s'ils ne combattent pas, dans 20 ans, on va les détruire parce qu'ils deviennent obsolètes et on va mettre des plus chers en place. Ça veut dire que c'est un problème de notre société, de nos leaders, de nos égoïsmes. On n'arrive pas à rendre compte des dangers que l'humanité tout entière est en train de vivre, qu'on pourrait ralentir la vitesse du réchauffement, qu'on pourrait rééquilibrer toute la vie de notre espèce dans la biodiversité, parce qu'à la fin, nous, on est aussi biodiversité, n'est-ce pas? Qu'on soit partie de cette biodiversité, qu'on fasse un retour vers la planète. On a urbanisé, bien sûr, on ne va plus vivre dans les caves, dans les forêts, mais il fallait qu'on retourne vers la planète, qu'on rebâtisse la planète, qu'on puisse vivre en paix avec notre planète. On vient de parler, et Marina vient de parler du Brésil. On est en train de fabriquer un désert le plus colossal du monde au Brésil par des décisions les plus absurdes. Le Brésil est en train de devenir le plus grand pays agricole du monde. Mais pour un certain temps, parce que pour faire l'agriculture que le Brésil est en train de faire, on est en train de créer un désert. Les villes d'État de São Paulo, d'État de Mato Grosso, ne connaissaient pas les dunes de sable immenses qui sont en train de bloquer des villes, bloquer des routes, que c'est un fait nouveau. Mais vous savez d'où ça vient? Ça vient parce qu'on est en train de tuer la terre avec le glyphosate. La terre qu'on met le glyphosate dessus, ça tue toute la vie bactériologique du sol. Ça tue les plantes pour rester une seule espèce qui va produire le soja, qui va produire l'herbe pour le bétail. Et après, tout est mort. Ça vient un grand vent et ça ramène, la terre est en train de se transformer en poussière. On est en train de tuer la terre fertile du Brésil pour les transformer en poussière et en train de créer ce nouveau phénomène de dunes au Brésil que personne ne connaissait pas. Ça vient de la mort de la terre. C'est des décisions terribles. Avant, on avait des millions de paysans qui travaillaient la terre. On a changé les structures comme on a changé en France. Les structures rurales du Brésil. On a transformé en très grande ferme. On a créé une chose qu'on appelle l'agro-business au Brésil. C'est des fermes monstrueuses, tout mécanisées, qui utilisent la chimie, les poisons à large échelle, n'est-ce pas, pour produire à large échelle, pour transformer quelques-uns très riches. Et on a mis des dizaines, peut-être des centaines de millions de Brésiliens à la poubelle. Si vous allez dans une ville comme São Paulo, comme Rio, le nombre de gens sans toit qui vivent à la rue, qui aujourd'hui sont comme des êtres humains qui étaient jetés à la poubelle. C'est déjà presque impossible de récupérer des retours. La grande majorité, c'était des petits propriétaires ruraux qui, les changements dans les structures de production au Brésil, a jeté à la rue. Vous savez, on est en train de détruire l'Amazonie. Dans quelques années, ce sont les Indiens qui seront au bord de la route aussi, n'est-ce pas? Pourquoi tout ça? Pour une question d'ego, pour une question
des accumulations. On accumule beaucoup plus qu'on a besoin, n'est-ce pas? On accumule, on met dans un compte de banque. Quand personne n'est impossible de manger plus que ce qu'on mange. Si on a une voiture, est plus que suffisant. Pourquoi avoir 4 ou 5? Pour avoir des milliards dans un compte de banque, ça ne sert à rien. Mais on laisse beaucoup d'autres sans. Donc, c'est un problème d'ego, n'est-ce pas? Quand on voit un pays comme le Rwanda, que j'ai travaillé énormément au Rwanda, on voit un père de famille au Rwanda, il va travailler à 6 heures du matin quand le soleil se lève, il finit à 6 heures du soir quand le soleil se couche. Il n'a pas de chaussures, ses enfants n'ont pas d'école, il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas une voiture, il n'a pas une maison correcte. Il travaille plus que nous, parce que les prix de ces produits, ce n'est pas fixé là-bas. C'est fixé à la bourse de Londres, c'est fixé à la bourse de Chicago, c'est fixé à la bourse de Paris. Il travaille à prix négatif. Il paie avec sa santé, la santé de sa famille, n'est-ce pas, pour produire, pour nous, qui payons négativement son travail, pour transférer pour une population qui sommes nous, riches, ici, assis dans un luxe total, dans ces salles, n'est-ce pas, ayant tout ce qu'on a. Et pourquoi? C'est un problème d'ego. Si on arrivait à résoudre ces problèmes, on pourrait vivre d'une autre manière. Mais, excusez-moi, je vais être très triste. Ça va être très difficile de résoudre cette question. Ben moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire parce que moi, j'aime bien les histoires qui se terminent bien. J'aime bien l'autre voyage. Alors, je vais demander mon joker, Francis Allais. Est-ce qu'il n'y a pas dans les projets que vous menez en Europe, par exemple, ou dans ce que vous avez pu voir dans le monde, des exemples qui montrent qu'il y a dans l'humain une part qui peut encore changer la donne par rapport à son environnement, par rapport à la forêt? Juste un exemple. Pas de veine, je l'ai déjà donné. C'est l'agroforesterie. Je ne vois pas mieux pour l'instant. Je voudrais dire un mot de l'éducation. D'accord avec vous, Sébastien, l'ego, c'est vraiment notre ennemi à tous. Moi, j'appelle ça l'anthropocentrisme. C'est la même chose. L'être humain se croit supérieur à tous les autres êtres vivants et la racine de nos problèmes, c'est ça. J'aime pas la manière dont les enfants, alors je parle de la France, hein, les petits, on leur donne pas un mot de choses réelles, que ça soit la nature ou l'écologie, ils n'ont pas un mot de ça. On leur apprend à devenir des travailleurs et des chefs d'entreprise, mais on leur donne absolument aucune idée de ce que c'est que d'aimer la nature et de la respecter. Moi, ça m'arrive d'être invité dans des petites classes. J'accepte toujours volontiers. Je leur amène une dizaine de feuilles cueillies dans la cour de l'école. Ça les amuse immédiatement. Ils admirent dans la mesure où il y a un passeur qui leur dit que c'est beau. Ils constatent que c'est beau. Et sans aucun effort, ils vont garder ça toute leur vie. Et voilà, c'est déjà une base. On me dit qu'il y a des gamins qui ne savent pas reconnaître un arbre de leur quartier, mais qui ont plusieurs centaines de logos de marques commerciales dans la tête. On est très mal parti si c'est comme ça. Je crois que l'éducation nationale devrait réviser. Marina, qu'est-ce qui fait que l'ingénieur agronome que vous êtes continue à se battre année après année, COP foireuse après COP foireuse? Pourquoi vous tenez le coup, vous? I say that the agronomist, we say in Brazil, is the art to harvest the sun. So we do not only harvest the sun, but we harvest the greenhouse gases, the carbon, and the water, and then we provide food for people. So
And I'm lucky to be a Brazilian. We have so this wonderful nature. So there's no way to don't fight for that, you know. Wake up every day when we see this biodiversity, the traditional people with so much knowledge, and I'm a very optimistic person. And it's easy, it's not so difficult to stop deforestation. You know, we need rules, we need to behave ourselves every day in a good way. The governments, the companies stop to buy commodities and products coming from deforested areas. So the solution is on the table, it's like a decision, you know, we need to do it now. And it's, if we do, we have half of the problem solved. And that we know how to produce better, we know how to produce without destroy the environment, we need to do it. Stop to concentrate money, of course, live with less, and we have to put in practice. So I believe in people a lot. I think one person can do a lot. Imagine all of us together. And it's hard, but it's possible. So we need to teach our kids, we need to teach ourselves, our elders, and vote better, stop corruption. We have a lot of corruption in Latin America. This is a huge problem. We need the help of European Union for laws that include environmental rules in the trade system, the world trade system. So yeah, if each one makes your part, I think we have time. There's still time. We need to rush. And yesterday I told there is someone here that doesn't like nature. Please raise the hand, please. You know, everybody loves nature. So why we are doing all this for just material, stupid things? So I think it's a collective power, in an individual power will change the world, and yeah, we need to believe in people and in be positive. Laurent, une réaction? Oui, je voudrais aussi ajouter une chose. Ah bah, eh bien, écoutez, oui. Oui, il reste un quart d'heure, donc effectivement, on laisse Laurent Boileau réagir, et après, il y a possibilité de faire... Ok, super. Oui, non, simplement, c'est pareil, disons que dans cette table ronde, je reprends un peu la société civile, donc... moi, je pense, comme vous dites, Christine, que bien sûr, en fait, il faut continuer à se battre. En fait, il y a plein d'initiatives. Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble en fait que la planète, elle risque rien. C'est nous qui allons être très secoués. Et comme de toute façon, nous sommes programmés tels que nous sommes, à un moment donné, il y a ceux qui sont en avance de phase parce qu'ils ont la conscience et qui agissent, et puis ceux qui vont commencer à être touchés de très près, qui vont devoir en fait s'adapter. Donc ça va arriver. Après, ça va secouer beaucoup d'entre nous. Mais les choses vont arriver. Dans notre domaine, l'entreprise, puisqu'on a chacun sa responsabilité, donc moi je ne voudrais même pas utiliser le mot collectif maintenant, mais le mot coalition. Donc certains d'entre nous essayent à la fois d'être sur le terrain, parce que je parle en homme d'entreprise, il n'y a pas de problème sur le terrain de jouer un match qui s'appelle Nadal contre Federer. Et puis là, il s'agit en fait, parce qu'on est conçu comme ça, il s'agit de donner le meilleur de soi-même pour gagner. Puis en dehors du terrain, on peut faire des choses qui sont ensemble. Moi, je peux vous dire, donc ça se passe, pour l'instant, c'est la région cognacaise. Vous savez, dans Cognac, les gens qui sont peut-être de l'entreprise, dans Cognac, il y a Gnac. Et puis il y a aussi Co. Donc c'est la Gnac collective. Donc je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui prennent l'initiative d'y aller. Et sincèrement, la somme d'initiatives, ça finira par marcher parce qu'il y aura urgence. Voilà, donc je me mets du côté effectivement des pragmatiques optimistes. Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Alors, je m'appelle Roland Albignac.
Voilà, donc on se retrouve. Et j'ai correspondu avec Francis il n'y a pas très longtemps. Hein. Bonjour Francis. Et voilà, donc je suis en fait un ancien chercheur de l'Orstom. Et comme Francis Allais, j'ai travaillé dans le milieu tropical, africain et malgache. Donc on a échangé, j'ai fait un livre sur les problèmes de l'environnement de la planète qui s'appelle La Terre et nous, où Francis Allais est très largement cité, en particulier sur les forêts tropicales, où moi-même j'ai beaucoup travaillé, mais plutôt sur la faune, et en particulier sur les carnivores et les lémuriens de Madagascar. Mais entre-temps, je suis devenu professeur d'un laboratoire d'écologie. Monsieur, vous aviez une question? Pardon? Donc, vous aviez voilà. une question? Alors, les questions, eh bien, c'est pour apporter un témoignage encore plus ancien, parce que j'ai eu la chance de participer à Stockholm, 72, à Rio, au titre UNESCO. Et la question, j'ai survolé la forêt du Gabon en 62. Eh bien, on se perdait en avion au Gabon. C'est pour apporter l'optimisme, donc ajouter à cet optimisme qu'il faut qu'on ait. Hein, et parce que je suis allé en Amazonie pour aller voir une belle forêt tropicale amazonienne, il faut reprendre l'avion de Manaus pour aller plus proche des frontières du Pérou en particulier. Voilà, donc c'est pour ajouter, et je fais ce soir à 18h, à 16h30, je ferai la synthèse des problèmes d'écologie de la planète. Merci. Ah bah comme ça, super communication. Alors, les jeunes, j'ai l'impression qu'il y a un vent de révolte là. Bonjour, je m'appelle Marion Schoenfercock. J'ai un livre qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis enfant, c'est Le planteur d'arbres de Jean Genot. J'invite tout le monde à soit aller dans les bibliothèques ou à l'acheter d'occasion, parce que c'est vraiment un livre formidable sur la temporalité. J'ai deux questions. Je me suis beaucoup renseignée sur l'agroforesterie, donc je suis convaincue que c'est une solution. Après, il faut convaincre aussi les agriculteurs, peut-être européens, notamment français. Et est-ce que une solution, ce ne serait pas d'avoir des micro-forêts, peut-être pour mieux sensibiliser les populations, et le fait que la biodiversité ne soit pas inclue dans l'économie réellement, est-ce que c'est pas ça finalement le fond du problème? Est-ce qu'un droit à la forêt pourrait être une solution pour donner justement la voix à la forêt avec des contraintes bien sûr financières? C'est quelque chose qui existait avant au Moyen-Âge, mais qui a disparu. Et juste autre chose, je viens du bassin d'Arcachon où la forêt des Landes a quand même pas mal brûlé, et vous l'avez entendu cet été. J'espère juste que certaines personnes qui avant utilisaient le glyphosate dans la forêt des Landes vont saisir cette opportunité pour à la fois régénérer une forêt durable et éviter les marées. Merci. Ok. Sébastien Salgado veut vous répondre. Non, c'est intéressant votre question. On est en train de travailler avec des milliers de micro-forêts. Vous savez, regardez, c'est vous qui êtes là, majorité de vous, pas moi et Francis, mais la majorité de vous, si vous prenez une douche, mouillez votre cheveu, si vous n'utilisez pas un sèche-cheveux, ça va prendre 2-3 heures pour sécher votre cheveu naturellement. Francis et moi, si on prend une douche, 1 minute, tout est sec. Vous savez? Et les arbres, c'est le cheveu de la terre. Et là, la seule manière de réhabiliter une source d'eau, c'est de planter une micro-forêt. Et là, notre projet au Brésil, on est en train de travailler possiblement avec les plus grands projets d'eau au monde. On est en train de planter des milliers de petites forêts, ce qui fait que nous, aujourd'hui, on travaille avec des milliers de paysans, des propriétaires de terres, parce que ces sources d'eau, c'est chez les paysans. Dans notre, on a récupéré, c'est pas grave, on a un morceau de terre qu'on a planté une forêt, c'est une autre chose. Mais si on veut rétablir
un système d'eau d'une région, il faut refaire les sources d'eau. Et pour refaire une source d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On isole à peu près 1 hectare de terre. Non. Oui, 1 hectare. Ce n'est pas un hectare, c'est 5 hectares. C'est 1 hectare de terre. On plante à peu près 500 arbres. Et en des années qu'on a planté, on encercle, on plante cette forêt, parce que si on n'encercle pas, le bétail vient, il mange les petites feuilles, les petits arbres, il meurt tout de suite. Et là, on encercle. En des années, on a l'eau de retour, et on a une petite forêt qui est née là, une petite forêt de 500 arbres. Mais comme on vient d'avoir l'approbation du gouvernement allemand par la Banque de développement allemand de l'EKFW pour qu'on puisse planter 5000 sources d'eau. Ça veut dire qu'on va planter 5000 forêts. Et 5000 forêts dans une région, c'est significatif. Vous savez, on est en train d'agrandir notre projet par partie de ces projets, de ce nucléo qu'on a un peu plus grand, qui c'est notre forêt. On est en train de la monter aujourd'hui à peu près à 6000 hectares de forêt pour faire des radiations de biodiversité en direction à ces milliers de petites forêts. Notre vallée, pour la rétablir complètement, le système d'eau de notre vallée, qui est à peu près la taille de Portugal, il nous faut planter 370 000 petites forêts. Il nous faut planter un peu plus de 160 millions d'arbres. Là, on rétablit notre système d'eau, on va rétablir notre système de biodiversité, parce qu'on va avoir des biodiversités qui vont transiter entre ces micro-forêts. Et au même temps qu'on replante cette forêt, on a un technicien environnemental qui travaille avec les paysans et qui amène à lui toute une information de l'agroforêt, de l'introduction d'arbres au milieu des pâturages. Et vous savez, on a déjà gagné une chose énorme dans notre région avec l'installation des micro-forêts. C'est qu'avant la saison des pluies, on mettait feu dans la nature. On brûlait tout pour refaire les pâturages parce que les gens n'ont plus d'argent pour couper les mauvaises herbes, comme ils appellent. Ils mettent feu. Et à ce moment, ça brûle tout. Les graines de l'herbe, elle est dans la terre. Ça fait que l'herbe, pour les bétails, naît à nouveau. Mais après qu'on a introduit les concepts de micro-forêts, on a fini avec le feu. Il n'y a plus de feu dans notre région parce qu'ils sont en train de protéger la micro-forêt parce qu'ils n'ont plus d'eau à boire. Et donc, ils ont besoin. Et donc, la micro-forêt, si, c'est une solution parce qu'on a beaucoup de solutions en même temps, la biodiversité, l'eau et le carbone en même temps. Christine, j'ajoute un tout petit point. Je savais bien qu'il allait nous redonner le sourire quand même. Un tout petit point parce qu'en fait, votre question elle est extrêmement importante. Je vais faire très rapide. Je pense qu'il faut croire à la contrainte et à la connaissance. Moi, je serais favorable, homme d'entreprise, à ce qu'il y ait une taxe carbone pour toutes les entreprises, pas uniquement pour les entreprises polluantes. Ça finira par arriver parce que quand on touche au portefeuille, il faut agir. Ensuite, la connaissance. Parce qu'on a vu le côté moins bon de l'humanité, enfin de l'homme. Mais la connaissance, elle est extrêmement vertueuse. On n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui vraiment la notion du cycle de l'eau associé à la forêt. Bien, on se rend compte, on fait des expérimentations, c'est qu'on est capable en fait, parce qu'il y a un sujet ensuite même globalement économique, on est capable aujourd'hui de montrer que en améliorant aussi les exploitations agricoles, viticoles, avec ces micro-forêts, on peut maintenir les rendements tout en étant meilleur pour la planète. Donc, et ça, c'est la connaissance parce qu'on fait beaucoup en fait, d'analyses et de tests. La contrainte et la connaissance vont nous permettre d'avancer. Quant à votre forêt du côté de Bordeaux, eh bien, oui, il faudrait qu'elle soit peut-être un petit peu moins mono-variété pour quand on la recomposera. Il nous reste 3 minutes. Francis. Je voudrais dire que les paysans français commencent à être très au courant de l'avantage de l'agroforesterie.
l'INRA, qui s'appelle maintenant INRAE, avec écologie au bout, a mis en place dans tout le territoire des parcelles agroforestières de démonstration, et je garantis que ça intéresse de plus en plus les paysans. Je voudrais faire un retour sur la reforestation elle-même. Des programmes gigantesques de plantation. Qu'est-ce qu'on prend? Des jeunes arbres de cette hauteur à peu près, qui ont été élevés en pépinière, et dont on a coupé les racines pour pouvoir vous les vendre. Une expérience très simple et très démonstrative. Vous mettez en place l'un de ces jeunes plants, et à côté, vous semez une graine de la même espèce. Évidemment, la graine, politiquement, ça vaut rien, parce qu'on voit rien. Rien ne dépasse. Il n'empêche que la graine, on ne va pas tailler ses racines, et elle aura un système racinaire totalement complet, y compris les pointes les plus fines, et c'est là que se mettent les symbioses avec les champignons qui permettent la vie de l'arbre. Je pense que le semis est une bien meilleure méthode que la plantation. Voilà. Alors, attendez, puisqu'on va dans ce sens-là, au lieu de semer une graine, vous en semez 3 ou 4, côte à côte. Et donc, ça va pousser en même temps. Et quand les jeunes plantes auront 1 mètre de haut à peu près, elles sont encore souples. Vous saisissez les 3 ou 4 pointes, vous les attachez avec un raffia très serré. Si vous faites ça en mai-juin, au moment où ça pousse fort, en 3 semaines, elles sont soudées. OK, à ce moment-là, vous prenez un ciseau, vous retirez les 3 excédentaires et vous en gardez une. Et en faisant ça, vous êtes en train de créer ce truc incroyable qui est un arbre avec 4 systèmes de racines et qui pousse comme une fusée. Ah, monsieur, vous avez mis tellement de cœur à l'ouvrage pour lever votre main, mais vous avez vraiment 2 minutes. Question-réponse. Hein. Et puis, ne nous faites pas oublier cette magnifique leçon de botanique, là, parce que je voudrais qu'on la garde tous en mémoire. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Martin Gardeil de Sauce, je suis fils de paysan. J'aime bien parler sans micro, ça n'utilise pas d'électricité, non merci. C'est mieux pour les autres. Non, it's not possible because... D'accord. Mon père est paysan près de Carcassonne, dans le Minervois, pratique l'agroforesterie depuis plus de 20 ans. Et il développe même un jardin-forêt aujourd'hui. Et ma question, d'abord, je voulais remercier Joël Salgado et Francis Allais d'être venus, et vous tous, merci beaucoup, parce que c'est très riche. J'ai le cœur qui vibre à 200, là, en vous parlant, donc c'est super. Et ma question, pour le projet de forêt primaire transnationale, vous avez besoin de combien ? Sachant que si les 10 plus grosses fortunes françaises donnaient 1% de leurs chiffres, ça ferait 5 milliards d'euros. Alors, il n'est pas question d'acheter quoi que ce soit. D'abord, on n'a pas les moyens. Ensuite, on n'a pas envie d'être propriétaire. Il va falloir qu'une décision politique nous laisse travailler sur les zones que nous avons repérées. Il y en a déjà plusieurs. Bon, donc ce n'est pas si coûteux que ça. Cependant, ce projet de forêt primaire, nous le considérons aussi comme un projet de développement de territoire. Ça sera l'occasion de régénérer les pratiques agricoles, les pratiques forestières et même les pratiques touristiques. Je prends exemple sur la Pologne, à l'époque où Białowieża tournait bien et où c'était une forêt magnifique. C'était un puissant levier de développement du territoire. Merci Francis, merci Marina, merci Sébastien, merci Laurent. Grâce à vous, ce week-end commence magnifiquement bien. Et en plus, je crois qu'il va faire beau. Et ben moi, je vais aller planter mes arbres en Bretagne. Merci à vous.